Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être plus les racines de ma chaîne en fait. J'ai vraiment créé cette chaîne pour pouvoir parler des femmes avant tout. Alors les femmes bien sûr ça englobe la beauté, la mode, la déco, tout ce que vous voulez en restant dans les clichés. Mais ça englobe aussi des parcours. D'ailleurs, je vous aurai des surprises régulièrement. Je vais faire intervenir des femmes sur la chaîne avec des parcours qui m'ont touchée, des gens que j'ai côtoyés et qui m'ont touchée, des inconnus, parce qu'on connaît le parcours de femmes célèbres, mais moins d'inconnus. Et aujourd'hui, c'est de mon parcours que je veux vous parler, notamment de mon parcours de grossesse. Alors, je vous referai une autre vidéo, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. J'ai eu un enfant jeune, je pense que ça peut intéresser. Je peux faire une vidéo sur mon expérience, les livres qui m'ont aidée, comment j'ai géré, avoir un enfant à 18 ans, qu'est-ce que c'est, etc., etc. J'étais à Paris toute seule, ma famille est à Lyon, dans le Pays Basque, donc voilà. Je peux vous faire ça, mais là aujourd'hui je veux plus principalement vous parler d'une maladie que je déclare enceinte, qui s'appelle l'hyperémèse gravidique. C'est un gros mot, c'est le cas de le dire, c'est un gros mot. Alors, là, je vous dis ça, oui, je déclare une maladie enceinte qui s'appelle l'hyperémèse gravidique et ça paraît ultra simple. Elle connaît le nom de la maladie qu'elle déclare enceinte, etc. Sauf que personne ne m'a donné d'indication sur cette maladie avant ma deuxième grossesse. C'est-à-dire que je l'ai déclarée dès ma première grossesse. J'ai eu un enfant il y a 11 ans et demi et j'ai eu un autre enfant il y a 4 ans. Donc mes enfants ont 8 ans de différence. Et malgré ça, personne n'avait su me dire exactement ce que j'avais. Les médecins, les hôpitaux qui m'ont suivi, les gens autour de moi, les sages-femmes, etc. Personne n'a su exactement mettre le doigt sur ce qui se passait dans mon corps, qui était très, très, très violent. Aujourd'hui, on en entend un peu plus parler, et devinez pourquoi? Pas parce que Sheva l'a eu, non, mais non. Mais non, parce que Kate Middleton en est visiblement atteinte pour toutes ces grossesses, puisque en général, même s'ils ne le disent pas, quand vous l'avez pour une grossesse, vous l'avez pour les autres. C'est la mauvaise expérience que j'ai pu faire avec mon deuxième enfant. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, j'ai eu un enfant à 18 ans, qui aujourd'hui a 11 ans et demi, un petit garçon. Je suis tombée enceinte... Voilà, je suis tombée enceinte, j'ai appris que j'étais enceinte à environ 6 semaines de grossesse. Au bout de 7 et demi, j'ai commencé à vomir. Alors jusque-là, tout va bien, on nous avait dit que de toute manière, c'est fort probable que vous vomissiez pendant votre grossesse. Donc j'avais compris l'idée, même si j'étais jeune, je n'étais pas teubée. Sauf que très rapidement, les vomissements se sont mis à être plus que régulier. Si un mot existait, je dirais en rafale. En rafale. Je crois qu'en rafale, c'est le mot. Vous voyez le mode sur votre appareil photo où ça prend 200 photos à la seconde? Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Alors, j'étais jeune, donc c'était encore plus inquiétant et angoissant. Mais au-delà de ça, peu importe l'âge, c'est un moment où vous vous dites « Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais mourir !» Voilà. Donc, au-delà des vomissements, vous ne supportez plus toutes les choses hormonales qu'une femme enceinte ne supporte pas, donc les odeurs, les bruits, la lumière, etc. Certes, mais le plus dur, c'est ces vomissements qui sont totalement handicapants, qui ne s'arrêtent jamais, qui vous empêchent de vous alimenter complètement, c'est-à-dire que vous buvez un verre d'eau, vous en vomissez un seau. Déjà, vous n'arrivez plus à boire un verre d'eau à la fin de la grossesse, à la fin du premier trimestre. C'est impossible de boire un verre d'eau, vous buvez l'eau à la pipette pour éviter de la vomir. Moi, clairement, sans déconner, cette fois-ci c'est vraiment très sérieux, il m'est arrivé à la fin, genre quand j'avais compris que de toute manière je vomissais environ 100 fois par jour et que je ne pouvais plus m'alimenter, de me couper un 1/8 de pomme et d'essayer de le manger tout au long de la journée. C'est-à-dire de grignoter des lambeaux de pommes tout au long de la journée parce que je m'étais rendu compte, attention, c'est le moment glamour de la vidéo, que vomir de la pomme, ça fait de la compote. Parce que je vomissais tellement que
en fait, genre j'avais je saignais hein, quand je vomissais, j'avais vraiment l'œsophage irrité, l'estomac irrité, etc. Je ne pouvais plus me tenir debout, je ne pouvais plus me laver, je ne pouvais plus mettre une brosse à dents dans ma bouche, je ne pouvais plus me lever, enfin c'était vraiment horrible quoi. Enfin, à la fin on est dans un état pas possible. Au début on se dit bon c'est normal je vomis et tout, et quand on commence à vomir 200 fois par jour ça devient très inquiétant. Concrètement, comme vous le voyez, je ne suis pas une fille mince, mais pour Kezia, donc pour mon premier, j'ai perdu sensiblement 20 kilos en 3 semaines. Là. Alors vous me dites, mais non, mais c'est pas possible. Eh ben si, c'est possible. C'est possible. D'ailleurs, l'hyperémèse gravidique, c'est une maladie qui est très peu connue en France, où les gens, les professionnels de santé ne mettent aucunement un nom dessus en fait. Hein. Ils vous disent que voilà, vous avez des vomissements très, très forts et ils vous hospitalisent à partir du moment où vous avez perdu plus de 5% de votre poids. Donc bien entendu, j'ai été hospitalisée dans mes 2 grossesses. Alors, l'hospitalisation, parlons-en. Donc, alors, il y a une théorie française, comme plein d'autres théories françaises complètement débiles, qui pense que si vous vomissez tant enceinte, au-delà du côté hormonal, etc., et que vous déclenchez cette maladie, c'est que potentiellement, c'est possible que psychologiquement, vous rejetez votre enfant. Voilà. Donc eux, qui ne sont pas vous, ni votre mari, pensent savoir que vous rejetez votre enfant. Donc le protocole en France est très simple. Hein. Je me suis beaucoup renseignée sur cette maladie. Il faut savoir qu'au Canada, en Suisse, en Belgique, ce n'est pas du tout traité de la même façon. Il y a des vrais médecins, des gynécologues qui cherchent des vraies solutions, qui donnent des médicaments comme le Dornomil, enfin qui essayent vraiment de trouver des solutions. Moi, j'ai tout essayé, j'en parlerai après, mais voilà. En France, la seule solution qu'on vous propose, le protocole qui est donc mis en place par les CHU est très simple. Vous êtes hospitalisé, vous avez perdu plus de 5% de votre poids. Vous êtes hospitalisé, bonjour, Sheva, hospitalisé, machin. On vous met dans une chambre, vous n'avez pas le droit à des visites, sauf votre compagnon, une demi-heure par jour. Vous n'avez pas le droit à la télé, vous n'avez pas le droit au téléphone, vous n'avez pas le droit au livre, vous n'avez pas le droit à la lumière. Et vous n'avez pas le droit à aucune stimulation quelle que ce soit. Donc en fait vous êtes dans le noir complet, sans aucun bruit, de 8h à 8h. Voilà, c'est ça. Vous voyez votre compagnon une demi-heure par jour, vous ne voyez plus vos enfants. Alors j'ai eu, moi, lors de mon hospitalisation, une psychologue qui faisait une étude sur l'hyperémèse gravidique et qui, du coup, était très intéressée de pouvoir interviewer des femmes qui étaient dans ce cas et qui suivaient ce protocole. Et bien entendu, elle est venue me voir, on s'est rencontrés plusieurs fois et elle m'a dit, bizarrement, enfin, elle a osé me dire, hein, j'ai envie de dire, que bizarrement, les femmes ne reviennent pas après ce protocole, donc c'est bien que ça doit marcher. Non, mais les femmes ne reviennent pas parce que... qui a envie de ne plus voir ses enfants, de vivre dans le noir tout le temps? En fait, je sais pas, à part les ermites, j'en sais rien en fait. Je sais pas, ou les chauves-souris. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas parce que déjà vous êtes malade à en chier, et en plus, vous n'avez plus le droit de rien. Alors moi j'avais trouvé une petite lumière sous mon lit d'hôpital, et donc j'allumais la lumière, c'était très très... voilà, dès que quelqu'un rentrait, j'éteignais la lumière, j'allumais la lumière pour pouvoir au moins avoir un peu de vie, quoi, je sais pas. Et du coup, oui, voilà, cette psychologue me disait que les femmes ne revenaient pas et que ça avait l'air de fonctionner, mais en fait, les femmes ne reviennent pas parce que c'est très brutal et que c'est ultra violent, sans déconner, voilà, si on utilise les vrais mots, c'est très violent, on se sent handicapée. Moi, je suis passée par les sondes gastriques parce que j'avais besoin d'être réalimentée et que je n'arrivais pas du tout à m'alimenter. J'ai le souvenir lors de la première hospitalisation pour Kezia, à, je sais pas, 3 mois de grossesse, d'avoir été hospitalisée et sondée pendant, sondée à jeun, réhydratée avec un cathéter et ne plus manger
pendant plusieurs jours et que quand le professeur du service gynéco-patho est passé me voir et m'a enlevé ma sonde et m'a demandé d'aller prendre une douche, etc. Ce que j'ai fait lamentablement, puisque vous avez bien entendu une perte de connaissance, la tête qui tourne, les urines qui sentent l'acétone, enfin vous êtes en état d'anorexie totale quand même, donc c'est très très violent. Donc je vais dans la douche et là je vomis. Je n'ai pas mangé depuis... Peut-être à ce moment-là, je n'avais pas mangé depuis 5 jours. Et là, je vomis mes tripes. Donc, je vomis bien entendu du sang, de la bile. C'est pas drôle du tout. Le professeur donc me laisse sortir au bout d'une semaine d'hospitalisation en me disant je ne sais pas quoi faire, quoi vous dire. Donc, vu que vous êtes complètement déshydraté et que vous n'avez plus de sucre dans le sang, je vous conseille d'écraser des tucs et de boire du coca en enlevant les bulles. Voilà, c'était ma prescription. D'ailleurs, en sortant de l'hôpital, nous sommes allés acheter des paquets de tucs et du coca que, bien entendu, je n'ai pas pu ni boire ni manger, puisque vous ne pouvez ni boire ni manger. Voilà, donc l'hospitalisation, c'est une parodie, quoi. Enfin, voilà, il n'y a aucune solution qui est apportée, il n'y a personne qui s'y connaît vraiment. Les gens ne se sont pas penchés sur ce problème en pensant que oui, avec les vieilles réflexions que vous entendez tout le temps, tu es enceinte et tu n'es pas malade, les nausées c'est normal, parce que bien entendu quand vous dites oui, je déclenche une maladie, voilà, je fais de l'hyperémèse gravidique quand je suis enceinte et qu'on vous dit ah ok, c'est quoi et tout, enfin super empathique, et ben figure-toi que je vomis toute ma grossesse, que je perds du poids, etc. Ah ouais, mais moi aussi je vomissais toute ma grossesse et tout, ouais, c'est des nausées quoi. Non, ce ne sont pas des nausées en fait. C'est un état végétatif qui vous fait vomir jusqu'à 100 fois par jour, tous les jours, constamment. Alors moi, ça a duré jusqu'au 5e mois environ, c'est-à-dire jusqu'à la 20e, 22e semaine en général. Pour les 2 grossesses, sensiblement, c'était à peu près la même chose. Donc j'imagine que chez moi, l'hyperémèse est très forte jusqu'au 5e, 6e mois. Après, c'est la lune de miel. Voilà, je voulais vraiment en parler parce que je trouve que on n'en parle pas, on trouve pas d'infos. Enfin, moi j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai fouiné, j'ai essayé d'avoir des informations, j'ai essayé d'avoir des témoignages, etc. À part un groupe sur Facebook que je loue, merci si tu m'entends, qui s'appelle donc 9 mois avec ma bassine, qui est un groupe où les femmes victimes d'hyperémèse gravidique peuvent venir parler de leur ressenti, de ce qu'elles ont vécu enceintes et de tout ce cheminement d'incompréhension qu'on a au niveau médical, tout ce cheminement d'incompréhension qu'on a au niveau de notre entourage social, tout ce cheminement où on se sent totalement seul et désespéré. Enfin, c'est vraiment la sensation. Et alors moi j'ai eu Kezia il y a 11 ans, c'était encore pire quoi, j'ai envie de dire, parce que je sais pas, Kate Middleton était encore au campus d'Oxford ou je ne sais pas où, donc c'est à dire qu'on entendait absolument pas du tout parler de cette maladie. Moi j'ai eu envie de décrocher mon téléphone pour rappeler des professeurs en Belgique, au Canada, etc. Sauf que vu que j'hyper salivais, je ne pouvais pas parler, non mais sans déconner. Enfin, ça fait rire comme ça, mais c'est vraiment exactement ça. On hyper salive, on ne peut plus parler, on ne peut plus rien faire. Moi j'ai pas dormi avec mon mari pendant 9 mois quoi. Enfin voilà, rien que l'odeur humain, enfin le truc à peine perceptible quand vous n'êtes pas enceinte ou quand vous êtes enceinte normalement, pour moi c'était déjà trop. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment se rendre compte à quel point c'est compliqué. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vit ce genre de moment, s'il vous plaît quoi, ne banalisez pas la chose, essayez d'être empathique, il n'y a rien à faire, concrètement. J'ai tout essayé, donc on en revient, je vais vous dire, moi j'ai essayé des bracelets d'acupressure, et j'ai essayé, qu'est-ce que j'ai essayé, du Dornomil, j'ai essayé bien entendu tout pléthore de médicaments contre les nausées, voilà, qu'est-ce que j'ai essayé les huiles essentielles, j'ai essayé les massages soi-disant anti-nausées et vomissements. En fait, j'ai tout essayé. Je me suis littéralement ruinée dans la recherche de soulagement, en fait. Voilà, ce que je recherchais, c'était véritablement un soulagement à mes souffrances. Voilà, il y a quelque chose où à un moment où on ne peut plus. Et
pour parler plus sérieusement et plus cru, je me suis vue prier, mais vraiment prier à l'hôpital pour que ces 12 semaines donc, de légalisation de l'avortement passent. Parce que c'est vraiment un bébé que je voulais, enfin c'est vraiment des bébés que je voulais pertinemment garder, sauf que la douleur était tellement intense et la sensation de solitude était tellement forte que je ne voulais pas craquer et j'étais pressée de ne plus pouvoir craquer. C'est horrible, hein. À dire comme ça, c'est horrible, hein. J'aime mon fils plus que tout, enfin j'aime mes fils plus que tout, et c'est vraiment des enfants que j'ai désirés profondément, mais cette douleur, ces vomissements, cet état de léthargie, alors enfin, c'est vraiment quelque chose qui a été ultra violent pour moi. Ultra violent. J'ai des souvenirs, donc ça va vous faire rire, mais pour mon deuxième, malheureusement, une de mes meilleures amies a eu son papa qui était atteint d'un cancer, et j'ai des souvenirs que je vomissais plus que lui, quoi. Enfin, en période de chimio, et que lui, ça le soulageait. Enfin, c'était quelque chose de comment dire, de rassurant, en fait, pour lui, de se dire que, voilà, Sheila, elle est enceinte, et ça va, quoi, enfin, et moi ça va à peu près, tu vois, enfin, c'est horrible, hein, une maladie, voilà, c'est le cancer, quoi, enfin, enfin, vraiment, sans déconner, enfin, voilà, moi j'avais vraiment envie d'en parler, je voulais vraiment sensibiliser les gens, je vous en supplie, quoi, vraiment, si vous avez quelqu'un dans votre entourage, essayez d'être compréhensif. J'ai longtemps hésité à créer une association. J'en ai parlé à cette psychologue justement qui faisait son mémoire ou sa thèse, je ne sais plus, sur l'hyper-MS gravidique. C'est quelque chose qui m'a longtemps pris à cœur. Enfin, j'avais envie d'aller parler de mon expérience à ces femmes qui sont hospitalisées. J'avais envie d'avoir les autorisations de me rendre au CHU de la ville où j'habite pour pouvoir accompagner ces femmes qui sont dans un désarroi total, hein, dont moi j'ai été. Après le deuxième enfant, bien entendu, j'ai été également atteinte d'hyper-MS gravidique aussi violemment que le premier, sauf que je savais ce que c'était et je savais que de toute manière je n'avais qu'à attendre les 20 semaines. Et en fait, c'est vrai que la porte ne s'est pas ouverte, quoi. Enfin voilà, j'ai fait des démarches, etc. Et en fait, la porte s'est fermée, quoi, parce que pour eux, c'est pas important, parce que finalement ça part après 20 semaines, que les femmes ne font pas des petits bébés forcément. Enfin, il n'y a aucune atteinte sur l'enfant, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc à partir du moment déjà quand vous êtes enceinte, ça c'est vraiment le coup de gueule où il n'y a aucune atteinte sur l'enfant, et ben on s'en bat les reins en fait. Voilà, on s'en bat les reins. Il faudrait que l'enfant fasse une tachycardie pour que vous soyez écouté en disant ouais non mais je vous avais dit que j'avais mal en fait, je vous avais dit que j'en pouvais plus, et là il n'y a aucune atteinte sur l'enfant, enfin moi en tout cas il n'y a eu aucune atteinte sur mes enfants, j'ai pas fait des gros bébés, mais par contre j'ai fait des bébés en bonne santé, et j'ai accouché prématurément, mais ça n'avait aucun lien avec l'hyper-MS gravidique, et du coup enfin c'est tellement dommage d'oublier la mère, c'est tellement quelque chose qui est... Enfin, je veux dire, c'est l'essentiel en fait. Dans une grossesse, il y a 2 personnes. Enfin, il y en a 3 au début, mais il y a 2 personnes vraiment pendant 9 mois. Il y a une mère et il y a son enfant. Et sans la mère, l'enfant n'est rien en fait. C'est-à-dire que ce cordon ombilical, il n'est pas là pour faire joli, quoi. Enfin, et donc si la mère va pas bien, et ben l'enfant... Comment peut-il aller bien, quoi? Comment peut-on vivre une grossesse épanouie en étant si malade? Comment? Je le demande. Alors, je sais que là, ça n'a pas trop d'impact et que cette chaîne vient juste d'être créée, etc. Mais j'espère vraiment, de tout mon cœur, s'il y a quelqu'un là-haut, qu'un jour, cette vidéo sera prise au sérieux et qu'il y en aura des millions d'autres, et qu'enfin on va parler des choses, et qu'enfin on va trouver des solutions pour ces femmes qui sont seules actuellement au moment où je vous parle, à l'hôpital, dans le noir, sans famille, sans enfants, sans rien du tout, à réintégrer des compotes, donc 1 cuillère de compote par jour, 2 cuillères le lendemain, 3 cuillères le surlendemain, et puis si vous arrivez à manger la moitié de la compote, c'est bon, vous pouvez rentrer, et bien entendu vous n'y retournerez jamais parce que vous êtes traumatisé. Et enfin, il va falloir vraiment en discuter. C'est une maladie et c'est pas des nausées, c'est une maladie de grossesse qui est importante, déstabilisante, handicapante, fatigante, déprimante. Voilà, j'ai pas une tendance à la dépression, mais je sais, j'ai lu, j'ai entendu
que certaines femmes ont vraiment déprimé. Voilà, c'est quelque chose de déprimant. Donc, merci de prendre en compte les gens, en fait. Merci de prendre en compte les gens, parce que, après, là, ça fait des gens comme moi, hein, qui font des enfants tous les 8 ans, parce que, putain, j'ai vraiment pas la force de vomir 100 fois par jour, quoi. Enfin, voilà. Et tout simplement, et c'est dommage, c'est pas le non-désir d'enfant, c'est le non-désir de stopper notre vie, parce que notre vie s'arrête, la vie de notre mari s'arrête, la vie de notre famille s'arrête, la vie de nos petits-enfants qui étaient déjà là avant les autres s'arrête. Enfin, où va le monde, quoi? Enfin, c'est pas possible. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de l'hyper-MS gravidique. Je referai une vidéo sur mon expérience d'avoir eu un enfant jeune. Si ça vous intéresse, encore une fois, dites-le moi dans la barre de commentaires. En info, je vais essayer de vous mettre cette page Facebook, donc 9 mois avec ma bassine, quelques articles qui sont plutôt bien faits, qui sont souvent des articles canadiens, mais je vais vous mettre quelques articles si vous voulez vous renseigner. Alors bien entendu, vous vomissez 3-4 fois par jour, machin, le matin, etc. Vous n'êtes pas atteinte d'hyper-MS gravidique. Voilà, genre l'hyper-MS gravidique est complètement jet-lagué, quoi. Vous vomissez tout le temps et pas le matin, quoi. Enfin, pas que le matin ou pas que au lever, quoi. Enfin voilà, il y a vraiment un autre schéma. Mais par contre, écoutez votre corps, quoi. C'est votre bébé, c'est votre grossesse, c'est important de s'écouter et écoutez votre corps. Et si vraiment vous voyez qu'il y a quelque chose et qu'on vous dit, bah ouais, moi je venais dans le noir, etc., et que vous pensez que c'est pas la solution, n'y allez pas. Trouvez des solutions, faites-vous entourer de gens qui sont capables de vous écouter. Il y a des sages-femmes vraiment géniales qui sont là pour écouter les femmes et qui sont là pour trouver des solutions, essayer de soulager, qui ont des petites astuces, etc. C'est vraiment important. Ne vous désalimentez pas, essayez de boire. C'est horrible parce qu'on est forcément déshydraté et que voilà, on pue la javel quand on va pisser, quoi. Mais trouvez l'aliment qui est le moins douloureux à vomir, j'ai envie de dire, et puis essayez de l'avaler, quoi. Voilà, de l'avaler comme vous pouvez, mais manger, alors bien entendu, ça va être des choses fraîches et des choses pas chaudes, etc. Mais au moins, c'est ça. Et puis, je vous aime très fort, je vous fais des gros bisous. Et si vous êtes enceinte actuellement et atteinte d'hyper-MS gravidique, courage sur toi. Courage sur toi.